qui se décrit comme une libertine et une vieille pute hein, dans ses mémoires. Donc voilà, c'est assez intéressant. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Françaises, Français, soyez les bienvenus dans le monde d'après, un monde où les métropoles urbaines et tertiarisées sont gérées par des écolos, un monde post-démocratique où les pauvres ne votent plus, un monde où la nation ne protège pas ses citoyens mais les prépare à la transition, concept moderne s'il en est, la transition vers une nouvelle économie de marché plus humaine, plus morale, plus concernée mais surtout plus spéculative. Quant à vous, chers auditeurs, si vous êtes à l'écoute de RFM, vous êtes probablement de vils gaulois réfractaires, fumeurs de clopes, roulant au diesel. Bref, la lie de la nouvelle humanité, ce dont nous pouvons déduire que ce 42e numéro d'Only Hebdo est fait pour vous, taillé sur mesure. Du volontarisme, de l'expérience et la volonté aussi de rassembler, le nouveau Premier ministre Jean Castex définit ainsi les grands axes de son action à venir ce matin dans une interview chez nos confrères du JDD. La volonté de conclure également la semaine prochaine le Ségur de la santé, régler à court terme l'épineux dossier des retraites et mettre au point le plan de relance de l'économie française. Tout cela se fera, mais seulement quand l'équipe gouvernementale sera constituée. Mais cela pourrait aller vite, Jérémy Baudot. Pour le moment, Jean Castex est un Premier ministre sans gouvernement. Depuis sa nomination vendredi, il multiplie les consultations, les rencontres. Hier, avant de déjeuner avec le président, il a par exemple reçu plusieurs ministres, dont Jean-Michel Blanquer et Didier Guillaume. Le futur casting gouvernemental doit coller à la nouvelle ligne d'Emmanuel Macron, autour de plusieurs grands chantiers comme la relance économique, la transition écologique, le grand âge ou la jeunesse. Ce gouvernement devra être aussi paritaire et respecter les équilibres politiques de la majorité. Il se murmure que la liste des ministres est quasiment bouclée. On met les bouchées doubles, promet Jean Castex dans le JDD ce matin. Mais dans un tel exercice, le puzzle peut être à revoir si l'une des pièces devait être changée. Après, par exemple, les vérifications fiscales ou de conflits d'intérêts. Un nouveau gouvernement dont l'annonce pourrait par ailleurs se faire en deux temps. D'abord, une équipe resserrée, des ministres plutôt très politiques en charge des grandes priorités du président. Une première liste qui pourrait être complétée d'ici quelques jours par des secrétaires d'État en charge de dossiers précis. Alors, on va d'abord parler des municipales d'ailleurs qui se sont tenues sur 3 mois, hein, puisque d'ailleurs à Marseille, elles ne sont toujours pas terminées. Les grands médias nous ont bassinés avec ces municipales, soi-disant le parti du président de la République Emmanuel Macron, La République En Marche, aurait reçu une énorme claque. Bon, monsieur Corias, tout ça, comme d'habitude, c'est un grand manège. Nous, on le dit depuis longtemps que Macron a délégué la gestion des villes. Alors, il était question avant la pandémie que cette mission revienne potentiellement au Rassemblement national. On en avait parlé dans nos précédentes émissions. C'était le fameux concept du macrono-lepénisme conceptualisé par Emmanuel Todd. Mais finalement, c'est la nouvelle gauche bourgeoise qui va s'en charger. Voilà, ce sera le libéralisme sécuritaire vert à la place du libéralisme sécuritaire brun. On y reviendra d'ailleurs dans notre émission lorsqu'on va parler du niveau national. Mais donc, monsieur Corias, Emmanuel Macron au niveau municipal n'a évidemment pas pris une claque. Le président n'a pas perdu grand-chose avec ces élections. Non, je pense qu'il s'en fout complètement. La France des villages et des petites villes ne l'intéresse pas. C'est un peu comme les gilets jaunes. Et d'ailleurs, c'est bien que vous ayez fait remarquer en intro que les préoccupations des citoyens plus ou moins bourgeois, de gauche ou de droite des centres-villes, étaient à l'opposé de celles des gilets jaunes. Hein. On parlait de diesel et de cigarettes. Voilà, on est un peu toujours deux France opposées. Et cette France-là, de toute façon, elle n'aurait pas pu être gagnée par Macron. Et puis, ce sont des élections, comme on dit, intermédiaires. Seule la présidentielle l'intéresse, parce que c'est celle qui donne le vrai pouvoir. Et en plus, in fine, le LREM n'est pas un vrai parti, hein. On le sait tous, c'est quelque chose qui lui a servi juste de tremplin pour accéder à la présidence en mai 2017, et puis ensuite ça a été quasiment déconstruit, donc les troupes sont un peu éparses, ou alors se partagent entre gauche et droite, entre républicains et socialistes au gré des alliances locales. Juste un truc sur l'intro, il y a quand même la Marseillaise Rubirola qui a été élue finalement, après des tractations et un troisième tour, à Marseille. Voilà, donc toute la presse féministe est en train de chanter les louanges de cette femme qui, comme Anne Hidalgo à Paris, tient une des plus grandes villes de France. Oui, d'ailleurs, beaucoup de femmes élues dans ces élections avec la vague verte, puisque disons que c'est un package. D'ailleurs, il faut le faire remarquer à nos auditeurs, les électeurs des Verts sont
les mêmes qui ont voté Macron en 2017. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes penchants, le même tropisme. Ils sont européistes, évidemment, donc écolos, axés sur ce qu'on appelle le sociétal, le féminisme, l'immigration. Voilà, ils sont pro-immigration, ils sont pro-jeunes, les minorités, l'antiracisme, le gender. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un bloc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le bloc bourgeois, c'est le fameux bloc bourgeois, puisque si on fait de la sociologie politique simple, on va dire, pas forcément grossière, mais simple, en France, actuellement, il y a 3 blocs. Il y a le bloc bourgeois, le bloc populiste et le bloc abstentionniste, qui oscille justement entre les deux et qui pourrait basculer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que on a parlé aussi d'une énorme abstention lors de ces élections. Oui, je rappelle qu'au deuxième tour, quand même, un peu plus de 6 millions de citoyens se sont déplacés, sur 46 millions d'inscrits, mais pas autant de votants, évidemment, ce qui en fait en réalité, par rapport au nombre d'inscrits, on est 66 millions de Français, 46 millions d'inscrits, 39 millions, je crois, qui votent en général aux élections. Là, on est vraiment dans du 14% de suffrages exprimés par rapport aux inscrits, ce qui n'est rien. Et démocratiquement, ça ne veut plus rien dire. Et vous parliez de bloc bourgeois. En fait, le bloc bourgeois, on a l'impression qu'il peut prendre 2 teintes, une teinte bleuâtre et une teinte rosâtre, au gré de ses intérêts. Et la bourgeoisie a toujours su, justement, protéger ses intérêts, que ce soit avec la droite ou avec la gauche, c'est historique. Et puis l'écologie, là-dedans, on le sait, c'est Moi, j'ai une expression un peu méchante, mais je ne suis pas contre les baleines et les enfants, mais l'écologie, c'est le retraitement des déchets nucléaires gauchistes. Un gauchisme, on le sait, une idéologie qui s'est littéralement effondrée, mais qui a réussi, grâce justement à l'écologie, à sa branche écologique, à récupérer des votants, et surtout les jeunes, comme vous le dites, les femmes, toutes ces catégories que le Parti communiste, dans les années 90, a essayé de fédérer pour se refaire une santé. Et ça n'a pas marché, et je pense que là aussi, on est malgré tout dans un champ du cygne, et cet amalgame d'électeurs entre bourgeois de gauche, bobos, immigrationnistes, femmes, jeunes, donc écolos, des vrais évidemment, enfin parlons-en, et puis homosexuels, tout ça ne donne pas quelque chose de politiquement solide et durable, mais ça permet quand même de gagner une semi ou un quart d'élection qui permet d'avoir une assise nationale. Et puis je rappelle aussi le semi-échec du Rassemblement national qui, lui, ne gagne qu'une grande ville, Perpignan, de plus de 100 000 habitants. Et pour le reste, il y a pas mal de déceptions puisqu'il perd quasiment la moitié de ses élus locaux. Voilà, donc on a un tableau, mais qui ne veut pas dire grand-chose parce que l'abstention était tellement forte que bien malin qui peut tirer des conclusions de ce scrutin. Mais c'est vrai que l'écologie aujourd'hui, ce relooking de la gauche sociétale des centres-villes, parce que c'est évidemment pas vraiment ce que le vote des Gilets jaunes, par exemple, de la France profonde, de la France périphérique, eh bien, permet de faire croire à un renouveau démocratique ou du jeu démocratique, alors qu'il est vraiment en fin de règne. 5e République, parlementarisme, tout ça, c'est moribond. Et là, on assiste encore, avec cette abstention record, à quelque chose Covid ou pas Covid, à quelque chose de terminal. Alors évidemment, Yannick Jadot est très content, le leader des écolos, qui annonce un Grenelle du monde d'après. Donc là, on est dans les grands mots, et Grégory Doucet, le nouveau maire de Lyon, qui parle de 2 sortes d'humains, les terrestres, les non-terrestres. Voilà, donc là, on est parti un peu dans les limbes. Mais peut-être que pour les habitants des grandes villes ou des centres urbains un peu pollués, avec beaucoup de voitures et pas assez d'arbres, peut-être que ça fera une certaine différence. Mais pour le coup, en politique dure ou en économie dure, c'est peut-être pas la solution pour sortir la France de la nasse. Oui, bien sûr, mais donc on constate une compatibilité sociologique entre les écolos et finalement le bloc néolibéral macronien, mais il y a aussi une compatibilité en termes économiques et sociaux, puisque ce que nous réservent ces écolos, c'est véritablement ce dont on a parlé dans l'émission précédente, c'est l'entrée et l'encadrement de ce monde d'après, dans l'économie de marché de demain. On voit bien que ce ne sont pas ces gens-là qui vont prendre la défense des petits patrons, des artisans,
artisans, des commerçants, de la classe moyenne, puisque évidemment les écolos, ils vont lutter ils vont lutter contre la pollution, donc contre les voitures, donc indirectement contre l'application pratique de tous ces métiers de la classe moyenne. Et eux, ils vont se battre. Ils vont accompagner ce monde où ne règne plus que les livreurs à vélo de chez Uber, finalement. Il y a une stat qui est toute simple. On sait que Airbus va supprimer 15 000 emplois donc dans le monde et plus de 5 000 en France. Sur ces deux sites, site à Nantes et l'autre autour de Toulouse, eh bien, les écologistes, je ne les ai pas entendus hurler comme l'auraient fait les communistes il y a 30 ans. C'est-à-dire que pour les communistes, l'emploi, c'était le Graal, c'était l'intouchable, c'était le casus belli dès qu'on touchait à l'emploi. Alors évidemment, tout le monde rigolait quand les communistes sortaient en disant défense de l'emploi, etc. N'empêche que ça a un sens économique dur, et puis ça a un vrai sens pour les gens. Et là, les écologistes, comme vous dites, les voitures, ça pollue, les avions, ça pollue encore plus. Si on peut se passer d'avions, que les avions ne décollent pas, c'est encore mieux, au niveau du kérosène et puis du bilan carbone. Et la destruction économique n'est pas le but des écolos, c'est plutôt la décroissance, pourquoi pas, ou alors une décroissance intelligente qui maintient peut-être l'emploi, mais en tous les cas, on ne voit pas ça arriver. Et on a l'impression qu'on va plutôt vers une société avec de plus en plus d'assistés, comme on le voit, grâce à la dette et un État pourvoyeur de subventions et d'aides, de plus en plus d'assistés, de moins en moins d'emplois, et avec une industrie qui est en train de se déliter complètement. Il y a des journalistes, des penseurs, des communicants qui sont venus dans les journaux quand même avertir en disant c'est très bien de fermer Fessenheim, ce qui est en train de se faire, les écolos applaudissent, mais on va être obligé, comme les Allemands, soit de faire des centrales au charbon, soit d'acheter notre électricité ailleurs, soit d'augmenter nos achats de pétrole, même s'il n'est pas cher en ce moment, donc d'augmenter le bilan carbone. Donc, au bout d'un moment, on arrive à quelque chose d'absurde. Et évidemment, un pays industriel ou post-industriel comme la France, évidemment, pollue, mais comme dirait Hassan Areski, le gaz carbonique n'est pas une pollution. Il y a des pollutions dans les océans, c'est vrai. Les écolos nous rappellent les sacs en plastique qui étouffent les tortues, etc. On est tout à fait d'accord. Mais si tout ça peut être un petit peu contrôlé ou mieux contrôlé par l'État, c'est vrai, la destruction de l'industrie ou alors la finalisation de la destruction de l'industrie française, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences beaucoup plus graves pour les gens que effectivement quelques tortues étouffées. Et on est aujourd'hui dans une écologie qui est en réalité, je pense, le masque vert du néolibéralisme, un peu, ou du capitalisme 3.0, qui permet justement de faire passer des choses par le bien, le beau et le bon, et surtout d'envaper des générations de jeunes, on l'a vu lors des manifs du climat l'année dernière, qui ont un peu remplacé à un moment donné les manifs des Gilets jaunes, et c'était conçu comme tel d'ailleurs, puisque ça avait lieu le samedi à Paris ou dans les grandes villes, et on l'a vu que les jeunes n'étaient pas du tout touchés par les préoccupations ou les soucis des Gilets jaunes, c'est-à-dire des Français de base. Et du coup, on a une nouvelle génération qui arrive, qui est en train de se faire leurrer, et qui n'aura probablement pas beaucoup d'emplois, ou alors des emplois, comme vous l'avez dit, ubérisés, en télétravail, avec des défenses sociales ou des protections sociales très très aléatoires. Je préfère même pas raconter le destin des livreurs à vélo, dont vous avez aussi parlé. Tout ça, c'est le futur. Et c'est un futur assez chaotique. Protéger l'air, protéger l'eau, c'est très bien. Mais si la société humaine part complètement dans le zig ou dans le zag, là, on va avoir des problèmes beaucoup plus graves. Et peut-être même des révoltes très sérieuses, et plus sérieuses même que celles des Gilets jaunes en 2018-2019. C'est sûr que nos amis écolo-bobos ne vont pas beaucoup aider, par exemple, les bouchers charcutiers, puisque évidemment, nos amis bobo-écolos, eux, ils vont défendre le véganisme, etc. Et ils vont nous surtout augmenter les taxes, on verra, la fiscalité, on verra, il y aura toujours des taxes sur la pollution, sur machin, sur truc. Enfin bref. Donc passons maintenant au niveau national. Cette semaine, on a perdu quelqu'un, on a perdu Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre qui retourne dans son bon port du Havre, et donc qui est remplacé par Jean Castex, inconnu du grand public. Alors Jean Castex, c'est un technocrate sarkozyste, mais qui a pour lui le côté un peu
populo, justement, un peu provincial, voilà. Il n'a pas une tête de Parisien, donc j'imagine qu'il y a de la com derrière tout ça. Ça doit être à destination des Gilets jaunes, justement, pour les rassurer un petit peu. C'est aussi Monsieur Déconfinement, c'est comme ça qu'il est présenté dans la presse, donc j'imagine que c'est histoire de rassurer le français moyen et de gérer les classes moyennes. Et il vient des réseaux sarkozystes au niveau politique, donc là, il y a peut-être un message envoyé par Emmanuel Macron aux élites libérales et aux élites sionistes, parce que c'est quand même ça le sarkozysme. Donc finalement, c'est pas mal joué de la part d'Emmanuel Macron, non ? Je pense que là, on est vraiment dans sa politique, qui est toujours la même, qui consiste à temporiser, jouer la montre. Et avec Jean Castex, on peut imaginer qu'on va passer des bonnes vacances, qu'on ira jusqu'à la rentrée, qu'on ira peut-être même jusqu'à la fin de l'année, et peut-être jusqu'en 2022, assez sereinement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le calcul du président. Jean Castex, c'est un peu le Raffarin de Macron. Il ne lui fera pas d'ombre, il sera fidèle, comme Hérault avec Hollande, où on l'avait écrit comme Raffarin avec Chirac en 2002-2004 ou 2005. On a donc un Premier ministre qui est, même s'il est rattaché au réseau Sarkozy, qui est une droitisation de Macron, qui sait très bien de toute façon que l'élection, la prochaine, malgré le sursaut des socialistes et des écolos, enfin sursaut très relatif, quand on voit l'abstention, donc au municipal, se jouera à droite. Et d'ailleurs, le départ de notre ami Édouard Philippe n'est peut-être qu'un pseudo-départ, puisqu'il a autant d'ambition qu'Emmanuel Valls en 2014, quand il pensait évincer ou passer calife à la place du calife avec le CRIF derrière lui. Malheureusement, ça n'a pas marché, il n'était pas populaire. Et la presse essaie de nous vendre un Édouard Philippe très populaire. On a vu des unes dithyrambiques, un peu comme elle l'a fait pour Sarkozy en 2004-2006. Il y avait régulièrement des unes sur lui, on le présenterait comme un réaliste, etc. Alors c'est toujours les mêmes, ce sont des jupéistes néolibéraux, post-gaullistes, qui se présentent comme des gaullistes sociaux, ce qu'a dit justement Castex, pour rassurer les Français, mais il n'y a rien de gaulliste là-dedans. On est dans le libéralisme de la droite bourgeoise bien comprise, qui obéit aux ordres du MEDEF, donc de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Par contre, notre ami Édouard Philippe, je le rappelle, a une petite information judiciaire qui plane au-dessus de sa tête, avec, je crois, Olivier Véran et Agnès Buzyn, ses amis du gouvernement lorsqu'il gérait la fameuse crise sanitaire. Mais je pense que vu le niveau d'indépendance de la justice en France, ils n'ont pas grand-chose à craindre. C'est juste pour faire croire qu'il y a un pouvoir en France juridique qui est relativement indépendant, mais bon, là aussi, ça finira en eau de boudin, je pense. Alors sur Jean Castex, faisons remarquer à nos auditeurs qu'il est quand même marqué à la culotte par son commissaire politique à lui, son directeur de cabinet, son DIRCAB, comme on dit, qui est Nicolas Revel. Alors Nicolas Revel, c'est un haut fonctionnaire qui était d'ailleurs ancien directeur de cabinet de Bertrand Delanoë. Et Nicolas Revel, qui n'est pas totalement inconnu du public, puisque c'est le fils du philosophe et du journaliste Jean-François Revel. Alors Jean-François Revel, j'ai cherché un peu son parcours politique. C'est vrai que c'était un anti-gaulliste, justement, un anticommuniste, un socialiste libéral qui apparemment a plutôt noyé le socialiste pour ne garder que le côté libéral. Donc voilà. Et donc ça, c'est le père de Nicolas Revel, mais la mère de Nicolas Revel n'est pas non plus une inconnue, puisque c'est Claude Sarraute. Claude Sarraute, une animatrice, journaliste qui faisait partie de la bande à Ruquier, des grosses têtes, qui a travaillé au Monde, qui est la fille d'une écrivain juive russe qui s'appelait Nathalie Sarraute. Et de Claude Sarraute, d'ailleurs, on pourrait peut-être, on va mettre l'extrait qui s'était exprimé sur le show à business avec fracas. Donc je laisse aux auditeurs le soin d'écouter cet extrait tout de suite. On va terminer comme ça parce que tout est résumé avec cette phrase. Pourquoi Claude a été écarté du Monde à un moment donné, puisque vous aimez bien Politiquement Correct. Un de vos confrères est venu vous défier sur le thème « Tu n'oseras jamais taquiner sur la Shoah » et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça à une Arménienne. On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. Oui, j'ai dit ça parce que c'était un Cédine arménien. C'est qu'on l'a. Ils ont vraiment eu la même chose. Ouais. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est s'asseoir par terre dans la rue. C'était donc Claude Sarraute. Claude, on peut vous dire qu'on vous aime avec Julie pour terminer? Oh oui, bah ouais, c'est moi aussi. Elle est tellement attachante, je l'adore.
Et Claude Sarraute, j'ai découvert ça, qui se décrit comme une libertine et une vieille pute dans ses mémoires. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et dernier petit détail un peu people, Nicolas Revel est donc le demi-frère du moine bouddhiste très connu des Français, qui est Mathieu Ricard. Voilà, donc ça promet au gouvernement. En fait, ce sont des oligarques. On appelle ça chez les Chinois des princes rouges. Ce sont des enfants d'oligarques ou des descendants d'oligarques, et ce sont des hommes et des femmes de réseau qui ont déjà, dès le départ, toutes les facilités et qui sont placés très vite dans les postes à responsabilité de la République et puis aussi les fromages de la République. Je rappelle que le père, le patriarche Revel, était un américaniste convaincu ou absolument pro-américain, américano-sioniste. Donc il ne restait de socialiste que le nom. Ah oui, alors j'ai oublié de le préciser, c'est vrai qu'il est connu pour être le théoricien du droit d'ingérence. Donc Kouchner a bien profité dans les années 70-80. Évidemment. Donc c'était un peu l'alibi philosophique, morale de cette politique impérialiste. Et donc la famille Revel, Sarraute, c'est une grande famille et donc c'est pas étonnant de retrouver le fils un jour aux responsabilités, même s'il est non pas caché, mais en tous les cas pas visible par le grand public. Et on voit toujours là la dichotomie entre pouvoir visible et pouvoir profond, avec un Premier ministre venu de nulle part que personne ne connaît et qui, je pense, un peu comme Raffarin, disparaîtra gentiment, à un poste sympathique. Raffarin s'occupe des relations commerciales France-Chine et Castex aussi peut-être trouvera un fromage à sa convenance un jour. Mais derrière, effectivement, le DIRCAB est très important et ça rappelle un peu la paire Jospin-Schrammeck de la fin des années 90. Schrammeck qui était la vraie tête pensante et très très décisionnaire derrière Jospin. Et je dis pas de la sorte que Jospin était une marionnette, la marionnette de Schrammeck, mais Schrammeck était là aussi, lui, le bureaucrate social-sioniste qui était à la manœuvre derrière Jospin. Donc on a toujours les mêmes choses dans la République française, avec un organigramme officiel, et puis derrière, des réseaux qui s'agitent et qui placent leurs hommes, soit devant, soit derrière, au gré des possibilités. Et puis, comme Kohler qui apparaît très peu. Si on fait un sondage dans la rue chez les Français, dans n'importe quelle ville, personne ne connaît Alexis Kohler. Alors là, pour les gens qui ont un peu de mémoire, Kohler, c'est un attaquant tchèque des années 90, qui mesurait à peu près 2 mètres, un monstre. Mais c'est pas le numéro 1 réel, ou le secrétaire de l'Élysée, ou celui qui a la décision et la signature du président. Voilà. Alors pour boucler la boucle et revenir à notre sujet initial, en tout cas englober tout ça, on a vu Éric Zemmour finalement analysant la situation, et il a dessiné les contours de l'élection de 2022. En tout cas selon ses souhaits au moins, et donc les souhaits d'une certaine élite, puisqu'il a déclaré que derrière les écolos se cachaient les islamo-gauchistes. Derrière le vert des écolos, il y avait le vert de l'islam. Il y avait le vert de l'islam. Et donc comme ça, finalement, on voit très bien que se dessine une nouvelle opposition qui lui sera certainement favorable dans son esprit. C'est l'opposition entre la nouvelle dichotomie, le nouveau clivage finalement politicien français, entre les nationaux-sionistes d'un côté, qui le représentent, et les islamo-gauchistes écolos de l'autre. Toujours ce clivage pour cacher, effectivement, pour masquer le véritable clivage, le clivage réel, le clivage social entre d'un côté le populisme, voilà, le populisme authentique, social, antisioniste, on va dire, et les élites mondialisées, néolibérales et néoconservatrices. Un clivage absolument artificiel, puisque en réalité, lorsqu'il a dit ça et traité les Verts d'islamo-gauchistes, ça aurait pu être vrai il y a 30 ans, voire 40 ans. Parce qu'à l'époque, les Verts, qu'on n'appelait pas encore Génération Écologie ou Écologie machin, eux étaient vraiment des anti-impérialistes, et donc ils étaient à la fois anti-américains et anti-israéliens, ils étaient pro-palestiniens, c'était des durs. J'ai retrouvé une petite phrase dans un article qu'on avait fait, une espèce d'enquête sur Cohn-Bendit. À l'époque de l'invasion du Koweït en 90, le Conseil national interrégional des Verts donc dénonçait encore alors je cite, le rôle belligène d'Israël et du lobby sioniste. Donc c'est une chose évidemment impensable aujourd'hui. Et voici en fait leur déclaration. Israël, État raciste, théocratique, militariste, expansionniste, ayant une politique fondée sur une logique de guerre permanente, avait pour objectif principal la destruction de l'Irak. Vous imaginez Yannick Jadot ou Grégory Doucet dire ça aujourd'hui? Non, eux ils bottent en touche. Et ces Verts-là n'existent quasiment plus. Alors, ils ont été évincés de toute responsabilité, la plupart. Dès qu'il y a eu une déclaration, on le sait, tous les miradors ont braqué les feux sur eux et ils ont été mitraillés de manière symbolique. Donc, quand Zemmour parle de Verts
des écolos qui est le vert des islamo-gauchistes ou le vert de l'islam, eh bien, c'est absolument mensonger, parce que d'un pur point de vue démographique, ça n'est plus vrai. Ça a pu l'être à un moment donné. Ça a évidemment gêné les sionistes du Parti socialiste qui faisaient des accords avec les Verts, mais ils ont réussi à avoir la peau de ces vrais Verts-là. Et il est resté en fait ce qu'on appelle les écolos, la tendance urbaine, bourgeoise de gauche, cette sociologie dont vous parlez. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Eh bien, évidemment, ils servent de sparring partner au national-sionisme, qui voilà un adversaire facile à dézinguer, quoi. Vraiment le sparring partner qu'on va démolir. Allez, on va faire traîner ça 5 ou 6 rounds, et puis ça va finir par un superbe chaos, et Zemmour sera élu président. Donc j'exagère un peu, mais en tous les cas, on n'a plus d'écologie vraiment politique. C'est une écologie qui est partie dans des considérations sociétales, comme le Parti communiste d'ailleurs, dans les années 90, et qui ne s'occupe plus justement de ces grands problèmes, qui ne touchent plus aux problèmes qui chauffent, qui brûlent les doigts. Je voulais juste rappeler ça à Monsieur Zemmour. Oui, et pour 2022, on a finalement, enfin, au moment où on enregistre, on n'a pas l'impression qu'on aura forcément un candidat national sioniste, mais on aura une pression nationale sioniste assez puissante, qui passera par Zemmour, par Onfray, par d'autres, sur le président Macron. Voilà, on a plutôt l'impression que la tendance oligarchique, c'est de sarkozyser Emmanuel Macron. On sait tous que les nationaux-sionistes n'ont pas de candidat, ou en tout cas ne sont pas suffisamment populaires pour lancer un candidat et gagner 51% des voix. Alors, ils feront de l'influence, et pour ça, on peut leur faire confiance. C'est là la grande arnaque, finalement, de ces nationaux-sionistes. C'est à la Zemmour, ou même, encore une fois, à la Onfray, c'est que finalement, ils travaillent à la réélection d'Emmanuel Macron. C'est la grande ingénierie de 2020. Espérons que vous ayez raison, monsieur Debragge. Espérons pas. Enfin, j'aimerais pas que vous vous trompiez, en même temps, j'aimerais que vous vous trompiez, mais peut-être qu'il y aura d'ici là un homme providentiel, ou une femme providentielle, sait-on jamais, une Marie-France Garot, même si aujourd'hui elle est un peu hors jeu. Mais quand je relis, moi, aujourd'hui encore, les livres ou les phrases de Marie-France Garot, je suis sidéré par sa lucidité et sa puissance. Et elle était véritablement la descendante, la fille du général de Gaulle. Je ne dis pas par là que le général de Gaulle avait une fille cachée. Je dis juste qu'elle portait véritablement l'héritage souverainiste, idéologique du général de Gaulle, pour ceux qui sont évidemment plus ou moins gaullistes. En tout cas, on ne voit pas Castex sauver la France du marasme dans lequel les néolibéraux l'ont plongé, et dont il est, lui, le représentant aujourd'hui quasi officiel. Donc là, on tourne en rond, on se mord la queue, et on n'en sort pas. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, c'était la 42e émission d'On Nettoie l'info hebdo. On ne vous lâche pas pendant les vacances, donc on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de RFM. Bonne semaine à tous.